BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe. Et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire. C'est du sérieux. Et l'épisode du jour, c'est le début de la mise en scène avec Aude Gagné-Goubert. Et avant de démarrer l'épisode, je dois faire vraiment un point. En fait, j'ai essayé de faire dans ce podcast le maximum de transparence et d'honnêteté que je pouvais avec vous. Le but de ce podcast étant évidemment de montrer comment ça se passe, encore une fois, en coulisses derrière le rideau. Et la vérité, c'est que ça ne se passe absolument pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Moi, je croyais que la première partie du podcast allait être la partie la plus difficile et qu'une fois qu'on allait avoir trouvé les sujets, les angles, on allait simplement dérouler. Ça allait être une question de nombre d'heures qu'on allait mettre là-dedans, mais que, en gros, le gros du travail était fait, quoi. Le gros chantier, la structure, tout ça, et qui restait plus ou moins qu'à décorer. Et en fait, absolument pas, parce que ce que j'avais pas prévu, anticipé, j'avais pas écouté, parce qu'on me l'avait dit aussi souvent, c'est oui, je fais un nouveau spectacle, donc je pense que je sais comment écrire un spectacle, mais c'est la première fois que je le fais de cette façon-là. D'habitude, je le fais dans mon coin, j'espère un niveau de résultat et je passe à la suite, j'en écris vite un suivant et on enchaîne. Là, j'essaie de faire en sorte de gaspiller aucune idée, que chaque début d'idée, début de prémisse, je l'amène à son maximum, le maximum que moi je suis capable de faire pour être certain que le spectacle soit littéralement inaméliorable avec mes standards à moi, tu vois, ce que je suis capable de faire. Et en fait, je suis tellement pas habitué à me pousser là-dedans qu'à chaque fois que je fais un effort, j'ai l'impression que ça va être le dernier effort et après c'est bon. Mais pas du tout. Et normalement, Aude, donc dans l'épisode qu'on va écouter, elle s'occupe de la mise en scène. Donc le texte est supposé être fini et puis on fait de la mise en scène. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Finalement, Aude a passé 2 jours à travailler avec Flavie et moi sur le texte. Elle écrit très bien, mais c'est pas une autrice à la base. Et on a enregistré pour des heures et des heures et des heures de conversation avec elle. Et là, je vais simplement vous mettre un moment choisi, qui est un moment où finalement, on n'est pas vraiment sur le texte, mais on avait commencé à travailler sur le texte et puis on s'est arrêté. Et elle prend tout un moment pour m'expliquer en gros ce qu'elle pense de mon travail, ce qu'elle pense du spectacle, ce qu'elle pense que devrait être le spectacle. Et c'est super chouette d'avoir des gens très compétents qui t'aident. Je veux dire, Aude, c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis des années, qui a fait tellement de choses. C'est une réalisatrice, une autrice. Elle a joué dans tellement de choses différentes. Elle a reçu des honneurs en France. C'est chevalier des arts et des lettres. Elle a fait la série Virago. Si vous ne connaissez pas, c'est sur l'invisibilisation en gros des femmes dans l'histoire, avec une portion sur le sport qui a été diffusée à l'été 2024 pendant les JO sur TV5 et qui a gagné des prix. Et en gros, quand je lui demandais de venir me voir, je disais « Quand est-ce que tu as du temps? » Et elle me dit « Du temps, j'en ai pas. C'est juste que je le fais parce que je trouve ton projet chouette et j'ai envie d'y participer. Mais le temps, je l'invente. Donc, toi, dis-moi quand tu es prêt. » Et ma définition de être prêt et sa définition de être prêt, comme vous allez pouvoir l'entendre, est fucking éloignée. Et c'est un truc que Flavie me dit souvent. Elle dit « Tu sais, Dan, tu as beaucoup de bons conseils. Je te propose de les écouter et de les appliquer à toi-même. » Et une des choses que je dis souvent, c'est que je trouve qu'en tant qu'humoriste, on est souvent paresseux. On pourrait aller plus loin. La première idée qui fait un peu rigoler, on reste avec. Le premier truc qui tient un peu la route, on reste avec. Et je ne m'étais pas rendu compte de à quel point je suis coupable de la même paresse intellectuelle. C'est-à-dire, ah oui, ça marche bien. Ou ah, ça marche à chaque fois. Mais ce que j'essaie d'apprendre cette fois-ci, c'est pas de faire quelque chose qui soit assez bien ou quelque chose qui fonctionne. C'est de faire au mieux. Dans l'équipe avec qui je travaille, il
ils ont passé plusieurs semaines à essayer de me rappeler que le but, c'est pas juste de faire des blagues, récupérer une collection de rires, rentrer à la maison et puis basta. J'ai 41 ans, ça fait quasi 20 ans maintenant que je suis dans la communication, que ce soit dans les médias ou sur scène. Voilà. C'est la moitié d'une carrière. Et on m'a dit, tu sais, si tu as vraiment l'envie d'être un artiste, arrête de remplir des to-do list, arrête-toi et demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton art. Quoi. Et honnêtement, c'est le plus gros défi professionnel auquel j'ai fait face. Et je me demandais comment j'allais amener ça dans le podcast aussi, parce qu'on avait un plan dans l'absolu. On parlait de refaire les blagues, et puis après ça, de la tournée qui se faisait, de l'affiche, un peu de travail de mise en scène, et puis pour le dernier épisode, les coulisses de la première, où on me suit pendant toute une journée. Qui est, je trouve, un très bon plan, mais pour l'instant, ça se passe vraiment pas comme prévu. Et je voulais vous mettre un peu de contexte. C'est le premier épisode d'une série de 2 sur la mise en scène où il va y avoir beaucoup de théories sur la mise en scène. Mais entre les attentes de Aude qui étaient on se retrouve dans une salle de spectacle avec toi qui connais le texte par cœur et ce qui s'est vraiment passé, écoute, j'essaie d'être le plus transparent possible. Je vous laisse écouter ça. Les 2 prochains épisodes, franchement, sont vachement intéressants. Et ça va nous amener ensuite au 5e. Et ce que je prébaptise la crise existentielle. Donc voilà. C'est un peu long comme remise en contexte, mais je pense que c'est important. Et maintenant, on va plonger. On va commencer directement dans le milieu d'une conversation pour que vous ayez vraiment un bloc d'une unité de sens, en fait, de type d'échange qu'on a pu avoir avec donc Aude Gagné-Goubert. Merci d'avoir choisi d'écouter le podcast. J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie et aujourd'hui, on essaie beaucoup plus qu'on écrit. 1, 2, 3, 4. Donc il y a toujours un truc qui m'a fasciné, agacé, c'était ce mec est vraiment très fort. Et en plus, il a cet accent qui fait que déjà, il a beaucoup de gens acquis à sa cause en très peu d'efforts. Oui. Mais du coup, pourquoi il ne travaille pas ? Ah, mais ça ressemble très fort à ce que Flavie me dit. Le décalage entre ton potentiel et ton résultat est très agaçant. Mais qui est un... Donc c'est super, ça. Tu dis, ah ouais, en faisant si peu d'efforts, t'arrives à soulever des salles et à remplir des endroits, etc. Mais vraiment, s'il y avait un tout petit peu plus de structure et j'ai toujours pensé ça. Je me suis dit, c'est le truc qui te manque pour moi, être pas l'humoriste préféré des humoristes. Ouais. Mais un humoriste populaire auprès de gens qui payent. Et tu vois, et te connaissaient pas avant de rentrer dans ta salle. Ouais, et tu sais quoi, c'est beaucoup d'ego parce que je sais que si on fait un show où les gens disent OK, je vous donne un thème, vous avez 8 minutes pour préparer, vous montez sur scène, je sais objectivement que je vais être le meilleur ce soir-là ou maximum deuxième. Et ça, c'est très valorisant. Mais de commencer à faire des efforts... Parce que ça fait très peur de travailler. Parce que ça veut dire te confronter à tes faiblesses. Ça veut dire te confronter à tes faiblesses et te confronter à la non-immédiateté de ce que tu dégages. Oui. Et comme être acteur, tu dis je joue pas bien. Mais parce que jouer, c'est répéter. Et jouer, c'est refaire la même chose. C'est vrai. Et donc, en impro, t'es très fort. Mais d'un coup, qu'est-ce qu'on fait si on se dit bah non, ce spectacle, t'as choisi que je te le mette en scène, donc il n'y aura pas beaucoup d'impro, vraiment. Je vais te laisser ce petit créneau-là, cette petite brèche-là, mais le reste, que je vienne à la première ou à la 250e, je veux voir le même spectacle. Et t'as entièrement raison, et c'est parce que c'est ce que je veux aussi, parce que je trouve qu'il y a un côté aussi paresseux, parce que si tu fais... Alors, si j'improvise, je sais que je peux amener le spectacle, on va dire, à un niveau, peu importe, genre, il est à 50% de son potentiel. Mais après, si je travaille 50 heures, ben, il est à 60. Ben, c'est chiant de travailler 50 heures. Bien sûr. Sauf que je vois bien que je suis plus capable d'aller plus loin par moi-même. Donc, Et en plus, on va appeler ça la flemme. on va essayer d'inventer ce terme, par exemple. Cette flemme, elle fait que ton truc, il va marcher à l'énergie, puis à un moment donné, il y a un passage qui va plus marcher, tu vas dire « Ah, ça m'emmerde, je fais autre chose ».
Ouais. Mais du coup, tu vas faire autre chose, tu vas faire autre chose. Et donc, en fait, le sens que tu avais donné, la ligne directrice que tu avais donnée au départ de ton spectacle, tu l'as totalement perdu en route. Donc, à la fin, c'est juste une succession de trucs un peu marrants qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont pas un fond. Et moi, je pense que on parlait de ça tout à l'heure, l'équilibre hors micro, l'équilibre entre le fond et la forme. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ta forme, tu peux être très fort en forme, si ton fond, il n'y a rien, pour moi, c'est de la merde. Et si ton fond... Parce que tu gaspilles ton talent de voilà. forme en plus. Et si ton fond, il est formidable, mais que ta forme est nulle, c'est un TEDx. Et va... Oui. Tu vois, va Imprime-le. donner des conférences, voilà, ou fais-nous le lire. Oui. Mais ne nous fais pas nous déplacer. Et moi, j'ai cette exigence-là de, pour moi, la scène, c'est sacré parce que à partir du moment où tu montes sur scène, il y a des gens qui décident de programmer cette soirée, de potentiellement payer un ou une babysitter, de sortir de chez eux, de prendre la bagnole, les transports en commun, ça va leur coûter de l'argent, de potentiellement dîner avant ou après le spectacle. Ouais. Donc c'est une organisation, peut-être d'avoir faim, peut-être de dépenser encore plus d'argent, de garer la bagnole, de retrouver où la bagnole est garée, D'avoir d'aller, l'énergie déjà. de faire la queue, de se retrouver avec d'autres gens, t'as pas forcément envie. Tu sais même pas encore si le spectacle va te plaire. Et une fois qu'il t'a plu, il faut quand même rentrer, se coucher et aller bosser le lendemain. Ah ouais. Et toi, t'es sorti de ton pyjama, t'es allé, t'as joué potentiellement, et t'es rentré chez toi et t'as gagné de l'argent. Et donc, pour tous les efforts que les gens font pour venir dans ta salle, tu te dois de sacraliser ce truc-là et pas juste d'arriver avec les cheveux un peu crades et les mains dans les poches en disant je m'en fous, j'enfile un sweat, je vous fais des blagues. Les gens méritent mieux que ça. Et donc toi, même pour te respecter, tu mérites mieux que ça. Oui, et si tu veux, et puis j'ai rien contre les gens qui mettent les mains dans les poches et puis qui mettent un sweat et qui font des blagues, mais c'est pas ce que moi je vise, c'est pas la même carrière, c'est pas le même projet, tu vois. Et il y en a qui le font très bien, mais c'est aussi peut-être très travaillé de mettre ce sweat-là, etc. Ah, tout à C'est-à-dire fait. que Ou c'est ça pas peut le te- sweat que je... Attention, je Oui, ne suis oui. pas sweetophobe. Attention, Oui, et que puis mes même, propos seront retenus contre moi. Non, c'est plus une question de quelle est l'attitude que tu veux mettre face à des gens. Et encore une fois, on en connaît des gens très nonchalants qui font des spectacles. Oui. Moi, ça m'intéresse pas. Et c'est pas ce pourquoi tu viens me chercher. Donc moi, je me dis juste, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme exigence en plus ? Et peut-être on n'y arrivera pas du tout. Ouais, et aussi, si c'est pour être nonchalant, j'ai pas besoin de toi, j'y arrive super bien tout seul. C'est vrai. Sans vouloir me vanter, C'est vrai. quand vient le temps de rien foutre. Je suis... Autant te dire qu'avant de... C'est un podcast, c'est pas très visuel ce que je vais dire, mais avant de monter sur scène, tu vas me changer cette chemise, me raser cette barbe et me laver ses cheveux. Mais si c'est pas visuel, je pense qu'on a déjà une petite idée de l'odeur au moins. Allez. La barbe va être taillée. Les cheveux seront propres. Et même, j'aime bien les... Peu importe, en fait. Et le look sera créé. Non, mais parce que ça fait exactement. partie du spectacle, en fait. Ouais. La façon dont tu te présentes sur scène, ça raconte déjà quelque chose de toi. Ben, c'est un mood. Et donc, si et ta présence sur scène, quand tu es tout seul sur scène, c'est quand même une grosse partie du mood visuel. Oui, mais tu vois, c'est marrant parce que les gens disent comment ça tu mets en scène du stand-up, ça se met pas en scène, la personne elle est debout par définition, c'est dans le titre, elle est debout avec un micro. Mais en fait, c'est pas, on va pas dire à ce moment-là tu mets ton index sur ta tempe et tu tournes ta main pour montrer que t'es un zozo. C'est pas de la mise en scène gestuelle, c'est aussi une façon de... Ceci dit, à Avignon, ça peut marcher. Ceci étant, ça pour une affiche de spectacle, ça cartonne. Zozo. Le mieux, c'est toujours les affiches qui sont séparées en deux, genre Zozo ou pas. Et genre, donc, il y a une côté de la face, il est sérieux, et l'autre côté, il est Zozo. Zozo or not Zozo. Arrête, tu me donnes plein d'idées. Mais voilà, pour moi, la mise en scène de stand-up, c'est aussi accompagner un artiste pour que, justement, son propos à la première soit le même à la 200e, Oui. et qu'il soit sûr et fier que ça fonctionne. Ne pas avoir des moments de doute où tu te dis « Oh là là, je vais virer ces 5 minutes là parce que ça me fait chier ». Ou alors, en bonne entente, on se dit « Bah finalement, ce truc-là ne sert plus grand-chose à grand-chose dans ton évolution ». Mais en fait, mise en scène, pour moi, c'est plus une collaboration artistique, c'est un accompagnement de l'artiste de A à Z pour se dire, voilà, non, ça, on y croit pour ces raisons-là, donc ne doute pas de ce truc-là. Ouais. Et de voir, et donc avec toi, pour moi, je vais travailler, bon, déjà à ton rythme, qui n'est pas forcément le mien, mais Qu'est-ce qu'il a, mon rythme? il est en jet lag, il est peut-être sur le... Tu vois. Non, mais dis-le vraiment pour que genre, les gens qui écoutent entendent.
Bah non, mais c'est-à-dire que... Et genre, tu vas pas vexer, là. Non, mais quand tu m'as appelé pour me dire, voilà, faut qu'on travaille sur mon nouveau spectacle, j'étais là, ok, très bien. Alors moi, je suis disponible en octobre et là, on peut faire ci, ça, ça. Et à ce moment-là, je fais une première version ici, une deuxième version là, on se revoit. Et c'était il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Alors que moi, vraiment, pour moi, c'était en 4 mois, je t'avais fait un planning de malade. On se voyait 300 heures dans une salle de spectacle et roule ma poule. Là, je sens que quand tu m'as dit je fais des dates de rodage, t'es là, je fais très mal. Comment ça, tu rôdes un truc qu'on n'a même pas regardé? Parce que moi, j'ai un problème avec le rodage, ça c'est mon autre problème. Oui, déjà, c'est que j'allais te lancer là-dessus. Le rodage, pour moi, c'est une insulte. Mais je sais qu'il y a des spectateurs qui adorent ça, hein, oui. qui adorent aller voir ça, donc je fais avec ces gens. Mais pour moi, un artiste qui rôde, j'ai envie de dire, mais tu rappelles tous les gens, une fois que le spectacle est fini, pour leur rembourser une partie au prorata de ce que tu as changé parce que tu savais que c'était de la merde et que maintenant c'est mieux. Mais normalement, t'es supposé demander que dalle un truc de rodage. Aujourd'hui, le rodage, c'est vraiment tournée internationale de rodage maintenant. Les gens, t'as vraiment genre des gens qui font 35 dates de rodage. Mais juste, paye les gens, en fait. C'est tes yeux extérieurs, en fait. Paye-les. Ça, c'est des consultants, en fait. C'est des gens qui vont te dire si c'est bien, pas bien. En fait, c'est... Voilà. Oui, mais si tu fais... Bon, honnêtement, si tu le fais dans des petites salles, des comédie clubs, des trucs comme ça, je trouve ça très bien. Mais effectivement, si tu fais une tournée des Zéniths... Mais il y a de plus en plus de tournées de rodage, hein, vraiment. Ah oui? En plus, c'est très insultant. C'est souvent des tournées de rodage avant d'arriver à Paris. Ah oui, ok. Là, oui, mais c'est vraiment très insultant pour les territoires. On fait même plus semblant, quoi. Ouais, c'est ça. À Mulhouse, ça passe. À Paris, ça passera jamais. Après être passé chez les bouseux, il se décrotte les chaussures et vous présente quelque chose qui pue moins la merde. Et du coup, il s'est habillé et il s'est lavé pour l'occasion. Non, mais ils se rendront pas compte que ça pue la merde. Donc oui, faire des 5 minutes, faire des 10 minutes, tester des vannes, et puis même s'exercer, parce qu'en fait, finalement, il faut continuer à déverrouiller la machine. Là où je suis d'accord avec toi, parce que c'était pas du tout, moi, la façon dont je voyais les choses, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si t'as besoin de 50 fois pour voir si une vanne est drôle, elle l'est pas. Oui. Si t'as besoin de 50 avis, mettons, si t'as une photo de toi et tu veux savoir si elle est bien ou pas bien, si t'as besoin de 50 avis, elle est pas bien. Voilà. Les réponses sont toujours simples. Parfois, le fait de ne pas vouloir les entendre ou de trouver la bonne question, mais les réponses, c'est rare qu'une réponse, c'est compliqué. Et donc, après, tu peux te dire comme, ok, là, j'ai changé, je veux voir si mon rythme complet fonctionne mieux avec ces modifications-là. Oui, mais est-ce que ça marche ou ça marche pas? Allez, 3 fois. Et j'avais jamais vu les choses comme ça, mais aussi, clairement, par paresse, parce qu'au lieu de travailler, c'est beaucoup plus chouette de venir jouer à chaque... Parce que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Oui, puis surtout, ça t'évite d'apprendre 1 heure d'un coup. Ouais. Tu peux dire, ce 5 minutes-là, je vois à peu près où je veux aller. Mais ça, c'est l'ancien Dan. Je veux à peu près où je veux aller. Ce dont je rêve, peut-être on n'y arrivera pas du tout. Hein, on est à l'épisode 1 de tous les deux. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que le moment où tu vas monter sur scène, dire ton premier mot, tu sais exactement ce qui va se passer dans le spectacle. Tu sais quoi, je vais te faire perdre tes cheveux. Ouais. Au moins les 2 précédentes tournées, j'ai trouvé le sketch de fin au milieu de la tournée. J'ai envie de crever. Je disais, je sais pas encore exactement comment le finir. Pour l'instant, ça marche pas comme je veux. Et donc voilà. Et je fais comme moi avec. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a aussi un autre truc, c'est que on va dire que c'est le spectacle de la maturité. 4e spectacle de la maturité. Parce que j'en avais besoin de beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que là, contrairement à tout ce que j'ai vu de toi ou tout ce que c'est que ou entendu de toi, c'était toujours tiens, j'ai une idée qui me vient en tête, je vais la dérouler pour voir jusqu'où elle va et est-ce que... Et je déballais des idées. Et donc c'est ce que je dis j'adore cette pensée en arborescence qui fait que tu as toujours des axes auxquels personne ne pense et donc ça amène le rire ou en tout cas ça amène l'interrogation et donc ça nous entraîne parfois nulle part. C'est divertissant, ouais. Et parfois ça n'allait nulle part, c'est-à-dire que parfois ça s'arrêtait même au milieu d'une phrase. Oh oui. Et là, tu sais de quoi tu veux parler, c'est-à-dire que les idées elles sont toujours intéressante et surprenante, mais tu vas déployer dans le travail ta pensée en arborescence pour arriver à une conclusion et arriver, en tout cas, un truc qui ressemblerait à ta conclusion ou à une ouverture de pensée ou à un questionnement pour les gens. Et donc, le travail est abouti, en fait, tout simplement. Ouais. Ce qui a beaucoup changé pour moi, je suis d'accord avec toi, c'était les chroniques que j'ai fait à la RTBF avec Flavie, où elle, justement, elle a la même...
et pour ceux qui écoutent le podcast, vous savez, là, mais la même obsession sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça dit quelque chose, ou est-ce que tu as juste trouvé ça chouette de combiner ces trois mots-là ensemble, quoi. Et moi, j'aime beaucoup le rythme de Walidia aussi, où tu dis, pour tout ce qu'il déploie dans une chronique de 4-5 minutes, et c'est vraiment comme une vitesse, genre une voiture à pleine vitesse. Parce que il faut que tu connaisses le circuit, parce que son sinon... fond et sa forme sont parfaitement alignés. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il te délivre énormément de sens, énormément de rythme, énormément d'humour, et tu peux prendre ce que tu veux dedans. Mais une chronique de Walidia, tu peux l'écouter 5-6 fois avant de tout percevoir. Ouais. Et c'est ça où la paresse n'a plus sa place, parce que du coup, chaque mot va être questionné, etc. Oui, mais si tu glisses une fois à cette vitesse-là, tu te prends un mur. Ah bah c'est sûr. Quand tu vas à full vitesse, et c'est ça que j'essaie de faire, et c'est pour ça aussi que je suis content de travailler avec toi, c'est que je me dis, OK, je commence à entendre, parce que là, ça fait quand même quelques fois qu'on check le texte et tout, je commence à entendre la cadence que je vais avoir, et je fais comme, ah oui, OK, ça va déployer beaucoup d'énergie, mais ça doit être parfait, parce que si tu perds quelqu'un parce que un argument était pas le bon, un truc était faux, un truc n'était pas marrant, eh ben, c'est compliqué aussi pour les gens de remonter si tu vas super vite et puis que t'enchaînes et t'as pas envie que les gens soient perdus dans ta salle. Hein. Et il y a un autre truc pour moi très factuel avec toi, c'est que comme déjà t'as un accent, et tu as des expressions qui sont pas forcément audibles pour tout le monde, ou des façons de t'exprimer, des tournures de phrases, qui vont en plus parfois piocher dans ta vie en Belgique. Donc c'est-à-dire que si tu veux tourner un peu partout, il va falloir aussi pas qu'on lise ton langage, mais en tout cas qu'on le rende lisible et universalisé, audible pour tout le monde. Ah ouais. Et là, tu vois, c'est marrant parce que j'ai le texte sous les yeux et tu écris comme tu parles. Oui. Et donc, parfois, je corrige dans ton dos, tu me vois pas, mais je mets des négations. Oui. Je rajoute des négations. Ouais, j'ai pas envie. Je veux dire, je n'ai pas envie. Hein. Tu dis, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des trucs tout à l'heure, j'ai vu des dingueries. J'étais là, je vais vraiment... Et je sais que tu ne le verras même pas, toi. Tant mieux. Parce que tu vas lire ce que tu vas apprendre ce que tu as dans ta tête, donc ça va. Mais moi, je me dis, pour le sens, on a besoin que le sens, ce soit ça, et qu'on soit très clair sur le sens à l'écrit. Oui. Et que sur le plateau, ce soit pas un mot pour un autre, ou ouais, vous voyez ce que je veux dire. Non. Exemple, tout à l'heure, j'ai vu une phrase, je crois qu'elle a viré depuis, mais il y avait un truc de ça... Donc, je veux rien spoiler du spectacle, mais non, mais ça change rien, tu peux y aller. Mais c'était genre mes convictions sont pas ouf. Et je suis là, sont pas ouf? Tu vas vraiment dire ça sur une scène sacrée avec tout ce que j'ai dit des gens qui ont pris leur bagnole, pas ouf? T'as pas un terme de vocabulaire plus approprié ou plus... Si c'est l'effet pour comique... l'effet, oui. Voilà, sauf que c'est pas ça l'effet comique. L'effet comique, il est dans tout ce que t'as raconté avant pour dire que tes convictions sont pas solides. Mais sont pas ouf, pour moi, c'est une flemme d'écriture. Tu préférerais, genre, sont pas dingo? Par exemple, au moins, je préférais que tu te poses la question. Est-ce que pas ouf est le terme exact que tu... Et pour moi, c'est ça aussi le travail qu'on fait. Oui. C'est-à-dire que tu as le travail avec Flavie qui est de sens, de vanne, etc. Et moi, je suis plus un peu le censeur à la fin qui fait j'ai pas compris. Pourquoi tu dis ça? Et j'aime bien le fait que tu fais une différence que moi, j'avais jamais faite. Sans dire, est-ce que c'est drôle? C'est quoi la différence entre être drôle avec tes potes et être drôle sur scène? Moi, mon truc, c'est vraiment... C'est une blague de scène. En gros, c'est ça. Si tu fais rire tes potes au café de la même façon que tu fais rire les gens sur scène, va faire rire les gens au café. Pour moi, s'il n'y a rien de plus de valeur ajoutée, de sacré, alors je mets le sacré parce que c'est mon terme, mais on peut y mettre ce qu'on veut, mais en tout cas d'importance et surtout de... prendre en compte les gens et de respect de tout ça, de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui veulent monter sur scène, énormément. Et il y a trop de gens qui se disent j'ai une bonne nature, je monte sur scène. T'as une bonne nature, amuse les gens de ton entourage, vraiment. Si tu n'as rien à dire de plus que juste je suis un gars ou une meuf sympa et franchement, quand les gens me voient, ils sourient, pour moi, ça ne suffit pas à justifier le fait de prendre un théâtre qui aujourd'hui, je vais aller loin, mais pour moi aujourd'hui un théâtre c'est une tribune politique, enfin ça l'a toujours été, mais d'autant plus aujourd'hui. Tu es seul. Dans la suite ça risque pas de se calmer. Ouais. C'est clair, mais tu es seul face à 200 personnes assises qui t'écoutent. C'est soit tu peux faire un suicide collectif à la fin de la soirée, soit tu peux délivrer un message politique, même si c'est pas un accès humoriste politique. Oh, oui. Quoi qu'il arrive, t'es une personne qui parle à un auditoire, c'est politique. Oui, le simple fait de ce dont tu choisis de parler, le simple fait que tu as attiré ces gens-là pour entendre ton discours, Polo, et
c'est un truc que je dis souvent avec d'autres collègues humoristes, on est quand même dans des rares métiers où les gens sont encore prêts à venir nous écouter pendant 1 heure, ininterrompue, pour juste dire absolument ce qu'on a envie de dire, en sachant pas ce qu'on va dire. En ayant juste confiance en disant « Ah, ce qu'il va dire, ça va m'intéresser. » Et en partant du postulat qu'ils peuvent pas intervenir. Ah oui, c'est rare que tu as 1 heure ininterrompue de parole pour dire ce que tu veux. Et le temps que tu veux pour le préparer, parce que t'es pas obligé de... Même les gens qui gouvernent nos pays, qui seraient censés avoir 1 heure pour exposer bien les trucs, ils font des 5 minutes. Oh, oui. Et mal aboutis. Alors que... Oui, du coup, peut-être qu'ils... Ils testent. En fait, ils sont en rodage. Sans rodage. Et Sauf que ça a plus d'enjeux quand même. Hein. Ouais, on devrait peut-être changer le mot mandat par le mot rodage. Alors, j'ai revoté pour Macron en rodage. Et c'est pour ça qu'il s'est tapé un bide. Et là, il a décidé de... Là, il a décidé vraiment de rebosser sur le texte et tout, machin, mais bon. Il est parti en retraite d'écriture, mais... Il n'a pas trouvé de metteur en scène pour le moment, donc... Pour l'instant, il fait un casting. C'est enregistré le 26 juin 2024. Oui, voilà. Ces blagues seront périmées au moment de l'écoute. Elles seront périmées dans 1 semaine, vraiment. Ouais, à fond. Et je sais pas si on doit dire, genre, gloire au leader ou... Bah, en tout cas, si un jour ce spectacle voit le jour, parce que peut-être que les humoristes seront interdits Peut-être, ouais. d'ici là, Ouais. ça serait intéressant que si tu arrives encore à avoir un auditoire, une scène et un spectacle, tu puisses dire des trucs qui, en tout cas, en valent le coup, quoi. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais et c'est pour ça que je disais, je fais pas beaucoup de mise en scène parce que je dis toujours, et j'en vexe beaucoup, il y en a qui viennent me voir en me disant, est-ce que tu voudrais me mettre en scène? Je dis, bah, envoie-moi le texte, je lis Ouais. et je te dis si on peut partir de ça. Et il y a Mélissa Biard, elle est venue avec son seul en scène, elle m'a envoyé 90 pages, je lui ai dit, ça m'intéresse si je jette ces 60 pages à la poubelle et que je travaille sur ces 30 pages. Après, libre à la personne de se dire, dis donc, tu te calmes. C'est toi qu'on va jeter à la poubelle. Voilà, exactement. Là, en l'occurrence, elle a accepté et il y a plein de gens qui me disent, comment ça tu veux lire avant? En fait, il faut que tu m'aimes moi d'abord. Et je suis là, ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Et enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Oui, et c'est donc ça. moi, il faut que j'aime. Parce que c'est du temps, c'est de l'abnégation, c'est de l'ombre. Moi, j'aime pas l'ombre, j'aime le soleil et les projecteurs, tu vois. Il faut vraiment que tu aimes le projet et l'artiste. Et c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens, je lis et je dis, bah, ça ne m'intéresse pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça m'intéresse pas. Et pour être très longtemps à écouter exactement les mêmes mots dans une salle de spectacle, vide, avec du mauvais café, il faut vraiment que tout ça en vaille le coup, quoi. Je comprends. Juste avant qu'on enregistre, tu m'as dit, et je te cite, tu devrais peut-être enregistrer ça. Et c'était le moment où tu étais en train de me demander... Ah oui, je sais pas, parce que... Ouais. En fait, on allait démarrer le travail, on n'a jamais démarré parce qu'on a trouvé des micros entre-temps. Mais juste avant de démarrer, je voulais te demander si tu voulais bosser justement avec un micro casque, un micro cravate, un micro sur le front, un micro en main sans pied ou un micro avec main avec pied. Ouais, et moi, je te disais que par réflexe, ce que je préférerais, c'est un micro-main avec pied. Et tu m'as dit, tu veux une béquille? Et je n'ai pas dit non. Attends, principalement parce que je suis méchante, j'ai dit ça. Mais encore et que c'est pour titiller. Non, c'est pour avoir... En fait, je pose des questions exprès, pas très sympas, mais pour avoir... Savoir est-ce que j'ai réfléchi, est-ce que c'est par défaut, c'est parce que j'ai réfléchi, ouais. Voilà. Est-ce que c'est juste parce qu'en plus, quand tu me l'as dit, tu m'as fait le geste de je pose le coude et je me suis dit, pose le coude sur son pied de micro. Non, moi, je laisse le micro sur le pied, en plus. J'aime bien, parce que je disais que j'aime bien le côté vraiment orateur. Et il y avait Yvon Deschamps, qui est le plus grand de l'histoire au Québec à avoir fait du stand-up, qui faisait pendant des années, c'était fou, il y avait genre 4-5 millions de personnes au Québec et il faisait des tournées où il y avait 500 000 places vendues. Et il a fait, je sais pas combien de shows de suite, il me semble, c'était un par année pendant plusieurs années de suite. Et ça, il a été hyper important vraiment dans l'histoire du Québec sur l'évolution des mœurs et tout. Il a fait vraiment plein de choses incroyables. Et je trouvais ça hyper puissant, le côté d'être un petit bonhomme tout seul sur une scène devant un micro fixe. Et après ça, il était très actif avec ses intonations, son visage, ses bras et tout. Mais je trouve qu'il y a un sous-message qui est ce que je veux dire est important. Et moi, je sais que des fois, je tombe un peu dans le vice du minimalisme qui parfois est de la paresse, mais d'autres fois, j'aime bien en disant, j'ai pas besoin qu'il y ait des feux d'artifice pour que ce que je m'apprête à dire soit intéressant.
Mais bon, faut juste faire le ménage. Tu dis ça parce que ça t'arrange de pas te bouger le cul. Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est intéressant de savoir comment. Parce que. Et j'aime même bien être assis, moi. Alors voilà, j'allais te dire, tu peux aussi parfois décrocher le micro, aller t'asseoir ou t'asseoir au bord du plateau. Enfin, tu vois, pour moi, tout ça. Ah, mais des fois, je suis assis sur un tabouret avec le micro sur le pied. Ah, waouh. Et je me sens bien. Et maintenant, pour donner les deux côtés de la médaille et tout à fait honnête, je sais que je me sens bien aussi là-dedans parce que quand je bouge comme un pantin désarticulé. Ouais, mais ça se travaille aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas, parce que c'est pas réfléchi. Et donc, la solution paresseuse, c'est de dire, ben, si tu bouges pas, tu bougeras pas mal. Mais voilà. Mais tu vois, tu les vois d'ailleurs, les différentes postures. Tu regardes une Blanche Gardin, elle va se tenir très droite et avoir les bras un peu ouverts ou venir attraper le micro. Tout ça, en fait, participe du fait de quelle image on veut donner de toi et dans quelle image on peut te projeter, dans laquelle tu te sentirais bien. Et tu vois, on va revenir à Walida, il ne sponsorise pas ce spectacle, hein, mais moi, je suis typiquement, fan. il est vraiment micro-casque. Et ses vêtements sont hyper intéressants aussi, Walidia. Je regardais nécessairement des photos. Il est dans donc un t-shirt et un pantalon genre, super bien coupé et tout, mais très, 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 simple. Micro-casque. Mais t'as vu, il est micro-casque, c'est-à-dire que... Et il est très ancré. Il bouge très peu. Ouais. Ça va à 8000 à l'heure, mais il s'encombre pas d'un micro. Ouais, donc c'est intéressant aussi, parce que tu vois, il a... et tu sens bien son côté orateur, et tu sens bien le truc, il va attraper la scène, il va jamais te lâcher jusqu'à la fin, mais il a pas de pied de micro. Ouais. Mais je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que tu vois, c'est totalement des façons différentes d'aborder ce que tu veux être en scène. Oui, et même juste le décor, c'est un truc, la façon dont je vais être habillé, c'est aussi des questions que je me pose. Ce que j'aimerais vraiment, c'est la lumière est très très importante. Ouais. Très importante. Je veux honnêtement, pour une fois, je sais que je vais avoir travaillé beaucoup sur le contenu. Je veux que la forme serve le contenu, simplement. Et le plus important, c'est que ça soit pas une distraction. Et puis après, si ça peut être un soutien, une valorisation, c'est top. Mais genre les gens qui vont clairement boire de l'eau au même moment, de la même manière, c'est un truc, moi, ça me bug. Voilà. Oui, mais pourquoi ? Parce que les gens qui boire de l'eau, ça n'est pas le spectacle. C'est l'humoriste qui a besoin de se réhydrater. Donc déjà, c'est pas logique de voir se réhydrater toujours au même moment. C'est comme si tous les jours à 11h15 tu buvais un grand verre d'eau. Ça s'appelle un toc. Ça s'appelle, tu vois, ça s'appelle pas s'hydrater. Tu vois. Donc oui, ça fait bugger parce que c'est pas parce que ça ils veulent l'intégrer à une mise en scène. Or tu sors tout de suite quand tu vois un humoriste déboucher une bouteille. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait en faire un sketch entier de la façon dont les gens débouchent cette bouteille et font genre pardon une seconde, ou font comme s'ils faisaient résonner leur vanne d'avant en débouchant la bouteille, enfin tu vois. Mais ça veut dire entre guillemets intégrer à une mise en scène. Or pour moi c'est en dehors, et le fait même que normalement tu devrais, ça fait partie de ton métier, mais attention, je suis très très radicale, et donc les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de néo-nazi du stand-up, mais pour moi, ça fait partie de ton métier de t'hydrater très bien avant, de t'hydrater très bien après. Et parce que tu vas pas commander un McDo parce que tu as faim en plein milieu de ton spectacle, donc tu vas pas non plus aller pisser. Donc pourquoi tu boirais ? Moi, j'ai un bug sur les bruits de bouche. Ah ouais. Donc si je sens que ça peut faire des bruits de bouche, là, je vais m'hydrater. Ça, ouais. Ah oui, mais boire, ça fait des bruits de bouche aussi. Ouais, mais je pense que j'ai juste un truc sur le petit... j'ai même pas envie de le faire parce que ça me dégoûte, là. Mais quand tu sens que ça colle, quoi. Oui, je comprends. Mais oui, mais de toute façon, je vois ce que tu veux dire. Et puis j'ai aussi envie que... Et en même temps, pardon, c'est la première fois que tu vas jouer sobre ? Non, c'est pas la première fois. Non, parce que là... Un spectacle entier. Non, parce que j'ai rejoué quelques fois, mais une tournée sobre, oui, ça va être la première. Voilà, parce qu'il y a peut-être aussi ça, c'est qu'à un moment donné... Oui. Quand tu n'as pas du tout d'alcool dans ta vie, tu as peut-être moins la pâteuse en règle générale. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, peut-être que globalement, tu es très bien hydraté. Ouais, et sur les 4 tournées, il y en avait au moins 3 où je fumais de la weed aussi. Donc, entre l'alcool et la weed, peut-être que ce ne sera pas les mêmes... D'où l'hygiène qui fait partie pour moi de l'accompagnement des artistes. J'ai quelqu'un que je mets en scène qui avait toujours son petit rituel de boire un demi avant de... Et je lui ai dit, c'est fini ça. Et il m'a regardé genre, tu rigoles ? Non, je suis très sérieuse.
il n'est pas question que tu boives une bière. C'est quelqu'un qui a des petits savons d'articulation très légers. J'ai dit, c'est cette bière qui te donne ces savons d'articulation. Personne les entend, moi je les entends et n'en est pas question. Je mets pas mon nom sur une affiche avec quelqu'un qui a des savons de bière. Tu vois ? Et donc, ça fait partie de ça, en fait. Oui, il y a un côté, je trouve, dans ce que tu racontes de ton métier, je le vois comme le service contrôle de la qualité pour les spectateurs. Ouais, mais pour moi, t'es au service les spectateurs, ça va être un cadeau pour eux. Donc, une fois que tu as déballé, si l'emballage est très beau, une fois que tu as déballé et que tu es déçu de ce qu'il y a à l'intérieur, naze. Et si ce que tu as eu à l'intérieur, tu peux pas t'en servir après, naze. Oui. C'est pas juste un passe-temps pendant 1 heure. Voilà, c'est genre, tu sais, c'est les enfants à Noël où tu leur offres un super jouet technologique, machin, ils s'en servent 1 seconde et après ils vont taper avec une baguette en bois pendant toute la soirée de Noël. Et ben, dans ces cas-là, emballe très bien cette baguette de bois qui va être bien plus intéressante pour cet enfant, mais n'essaye pas de me vendre un truc. Enfin, si derrière, en fait, je vais rien en retenir et je vais pas me souvenir de ce cadeau 20 minutes après. Parfait. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour du concept. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille manger. C'est qu'on fasse une pause. Non, c'est qu'on fasse le travail. Et quand on aura fini le travail, on réenregistre une 2e fois et qu'on parle de ce qu'on a fait. Yes. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Parfait. Ben, merci beaucoup, Aude. Et puis, la suite dans le prochain épisode. 1, 2, 3, 4. Merci à Aude Gagné-Goubert pour cet épisode. Merci à BX1, à Flavie évidemment. Et merci à vous qui me suivez. Maintenant que c'est la 2e partie, j'ai pu voir un peu vos retours sur la première partie. Ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous au prochain épisode.